La majorité des ressources de l'économie mondiale se trouve dans le Sud global. Les économies du Sud global tirent-elles pleinement parti de la possession de ces ressources? Non. Ce dont elles ont besoin, c'est d'une meilleure coordination, d'une plus grande coopération, et de s'assurer que cette propriété se traduit correctement par des dividendes plus importants pour les économies du Sud global. Près de 30 pays attendent de savoir si les BRICS sont prêts à les accueillir dans l'Alliance. Très probablement, la première étape pour eux sera le partenariat. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir à nouveau le Dr Jaroslav Lisovolik. Jaroslav est le fondateur de BRICS Plus Analytics et un expert de premier plan sur l'Alliance économique BRICS Plus. N'hésitez pas à consulter le site de Jaroslav, je laisserai le lien dans la description ci-dessous. Je dois dire que c'est ma source de référence pour tout ce qui concerne les BRICS, c'est un site merveilleux. Jaroslav, c'est un plaisir de te revoir. Cela fait trop longtemps. Bon retour parmi nous. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être de retour. Merci beaucoup pour l'invitation, Lena. Je suis heureux de vous avoir. J'attendais vraiment cette discussion avec impatience parce que je sais que vous avez récemment voyagé au Brésil, où vous avez participé à une conférence des BRICS. Le Brésil, bien sûr, est le président du bloc cette année. Il se passe beaucoup de choses avec le Brésil à la présidence et en quelque sorte en tête de file. Dans vos récents messages, vous avez mentionné que la réunion à São Paulo s'est concentrée sur le développement d'une nouvelle architecture financière. Entre autres choses, quels ont été les principaux points discutés lors de la conférence BRICS Plus au Brésil et les principaux enseignements à en tirer? Oui, donc les thèmes d'actualité tournaient autour de ce qui se passe dans l'économie mondiale, notamment, bien sûr, les tarifs venant des États-Unis, les tarifs de Trump. Et je peux vous dire que je lisais les journaux locaux chaque matin. Tout tournait autour de cela. Essentiellement, quel serait l'impact sur l'économie mondiale et sur le Brésil? Et, bien sûr, la conférence était centrée sur ce que devrait être la réponse de la part du Sud global. Jusqu'à présent, la réponse est bien sûr très ad hoc. C'est essentiellement une question bilatérale entre les États-Unis et le reste du monde, en termes de relations bilatérales entre les États-Unis et le pays, qui fait face à ces tarifs plus élevés. Ce qui a été discuté lors de la conférence, c'était les moyens par lesquels le Sud global pourrait organiser une réponse coordonnée. Une réponse qui viserait à renforcer le commerce Sud-Sud. Essentiellement, en réponse aux tarifs plus élevés provenant des États-Unis, l'un des thèmes clés était la nécessité de renforcer la coopération Sud-Sud, et surtout le commerce et l'investissement Sud-Sud. D'autant plus que, bien sûr, le commerce Sud-Sud est très en deçà de son potentiel. Que l'on regarde le commerce intracontinental, notamment en Amérique du Sud, où la part du commerce intracontinental est très faible par rapport à d'autres régions de l'économie mondiale, ou que l'on parle des flux commerciaux entre l'Amérique du Sud, l'Asie et l'Afrique en tant que principale partie du Sud global, les intensités commerciales sont très faibles. Et il y a toutes les possibilités et un potentiel énorme pour les augmenter de manière significative. Et c'est maintenant une opportunité unique. Et bien sûr, le déclencheur venant des États-Unis pourrait, d'une certaine manière, être, vous savez, une bénédiction déguisée, dans le sens où cela pourrait enfin être l'un de ces facteurs qui poussent le Sud global vers une plus grande coordination en termes de politique commerciale. Jusqu'à présent, malheureusement, et cela a probablement été mon principal thème dans tous mes messages clés et discours au cours des dernières années, il n'y a pas de feuille de route pour la libéralisation du commerce à travers le Sud global.
Nous ne voyons pas de programme clair pour les prochaines années, pas seulement 1 ou 2 ans, mais pour les 5 à 10 prochaines années, en termes de coordination de la libéralisation du commerce par les BRICS, BRICS+, et le Sud global. C'est quelque chose que j'espère vraiment voir émerger de la présidence des BRICS du Brésil cette année. Et c'était probablement le thème clé tout au long de la conférence. Un autre thème très lié à cela était le régionalisme. Le régionalisme comme moyen de forger la solidarité du Sud global et la nécessité de progresser de manière plus décisive en ce qui concerne les projets d'intégration clés, que ce soit la zone de libre-échange continentale africaine ou les projets continentaux en Afrique, ou la CELAC et d'autres organisations qui rassemblent la majorité des économies latino-américaines. Certains des conférenciers principaux, dont Jeff Sachs, ont souligné l'importance de l'intégration régionale pour le Sud global à ce moment très critique auquel l'économie mondiale, et en particulier le Sud global, sont confrontés. Donc, je dirais que les 2 points clés à retenir étaient l'augmentation de la coopération Sud-Sud en réponse aux tarifs plus élevés venant des États-Unis et la nécessité de progresser avec l'intégration régionale. Je trouvais vraiment intéressant que vous ayez dit que le protectionnisme occidental deviendra finalement une bénédiction déguisée pour les pays du Sud global, car cela les motiverait à augmenter le commerce transfrontalier. Cela les inciterait à vraiment travailler sur les points de leur agenda dont nous entendons parler depuis si longtemps. Si nous examinons les pays individuels du Sud global, pourriez-vous nous donner une idée de l'impact des tarifs douaniers américains plus élevés sur les économies de ces pays? Bien sûr. Eh bien, en ce qui concerne toutes les économies du Sud global, en ce qui concerne les marchés émergents, ce que nous voyons déjà clairement, et ce serait la réponse à court terme, c'est une plus grande volatilité sur les marchés financiers, y compris et en particulier en ce qui concerne les taux de change. Cette plus grande volatilité des taux de change et la dépréciation qui accompagne généralement les pics de sentiment de risque auront évidemment des implications inflationnistes également. Ainsi, certains des thèmes transversaux en termes d'impact de ces tarifs seront l'instabilité des taux de change, l'instabilité des marchés financiers et les implications inflationnistes qui sont négatives. Bien sûr, pour les États-Unis, il y a des tarifs intersphériques qui sont imposés et les répercussions que cela aura sur le prix des biens aux États-Unis, mais aussi vis-à-vis des marchés émergents. Vous avez également l'impact des échanges dans les guerres tarifaires et les augmentations globales des tarifs, ce qui conduit à une inflation plus élevée. Et puis bien sûr, il y a aussi l'effet de la répercussion des taux de change, qui a également un effet très négatif sur l'inflation. Ensuite, bien sûr, vous avez une image plus différenciée vis-à-vis des plus grandes économies du Sud global. Si nous parlons du Brésil, le sentiment que j'ai eu en lisant les journaux locaux était que dans l'ensemble, ce sentiment était certainement assez négatif et appréhensif par rapport à l'augmentation de ces tarifs. Mais la compréhension était que vis-à-vis du Brésil, ce n'était pas aussi élevé que ce que certaines des autres économies des BRICS devaient affronter. Donc pour le Brésil, du moins à cette époque, l'augmentation des tarifs était d'environ 10%. Et cela était généralement considéré comme relativement gérable, étant donné aussi que le Brésil, en tant qu'économie, ne dépend pas trop des exportations, ne dépend pas du commerce extérieur pour sa croissance, contrairement à certaines autres économies, notamment en Asie. Et puis nous regardons l'autre extrême, les économies de l'ASEAN en Chine. Et là, pour la Chine, bien sûr, l'ampleur de l'augmentation est inimaginable.
Et bien sûr, l'impact sur les exportations et par conséquent sur la croissance tirée par les exportations sera assez substantiel. Mais il y a d'autres économies dans la région qui sont significativement touchées. Ce sont les économies de l'ASEAN qui sont assez ouvertes et très dynamiques. C'est en fait le moteur de la croissance économique mondiale qui a subi un coup massif avec ces tarifs. Donc, essentiellement, nous parlons de la possibilité d'une décélération notable des taux de croissance de l'économie mondiale. En partie parce que cette région très critique de l'économie mondiale, celle qui abrite l'ASEAN et la Chine, connaîtra une décélération significative. Et bien sûr, en raison de l'ouverture de cette région et de son interconnexion avec d'autres parties de l'économie mondiale, cela aura des effets négatifs supplémentaires sur les taux de croissance économique mondiale. Je trouve le bloc de l'ASEAN vraiment intéressant. Je pense que l'un de ses principes fondateurs clés, d'après ce que je comprends, est la neutralité. Ils essaient donc d'être neutres et ne veulent peut-être pas trop s'aligner avec l'une des grandes puissances parce qu'ils veulent maintenir cette position indépendante. Pensez-vous que la politique économique et commerciale actuelle, en particulier celle des États-Unis, les poussera à choisir s'ils veulent peut-être pencher plus d'un côté que de l'autre finalement? C'est une très bonne question. Et certainement, au minimum, ce que je vois, c'est un mouvement accru de la part des économies de l'ASEAN pour explorer davantage d'opportunités de coopération sud-sud et établir des relations avec les BRICS et l'Alliance BRICS+. Essentiellement, en termes de la dernière vague de nouveaux membres et partenaires, la nouvelle catégorie de partenaires des BRICS, la plus grande part de toutes les régions du Sud global est l'ASEAN. Nous parlons de la Malaisie, nous parlons de la Thaïlande, certaines des puissances de l'ASEAN devenant maintenant partenaires des BRICS. Et puis, l'Indonésie, la plus grande économie de l'ASEAN, est maintenant un membre à part entière des BRICS, et il y a probablement plus à venir. Et je n'exclus pas la possibilité que plus tard, ce que nous verrons, ce ne soit pas seulement les économies individuelles de l'ASEAN, mais peut-être l'ASEAN en tant que bloc, qui commence à établir des relations avec d'autres blocs régionaux du Sud global, y compris possiblement sur la base d'une plateforme BRICS+. Cela ne pourrait pas se produire maintenant, mais pourrait potentiellement rassembler des entités comme le Mercosur, l'ASEAN, l'Union économique eurasiatique et d'autres dans une coopération économique plus étroite. Pas nécessairement une ZLE totale, mais possiblement quelques accords pour commencer à explorer les possibilités de réduire les tarifs et de contrer une partie de la négativité que ces économies subissent de l'Occident en termes de droits d'importation plus élevés. Où en est le BRICS, plus en ce qui concerne les nouvelles adhésions cette année? Eh bien, en termes de nouvelles adhésions, on a l'impression qu'il y en a déjà eu pas mal. Et déjà, l'année dernière, la présidence de Washington a commenté ces développements en disant que c'est formidable de voir de nouvelles additions à la famille des BRICS, mais en même temps, nous avons besoin de temps pour intégrer dûment ces nouveaux membres et pour nous assurer que le nouveau mécanisme, la nouvelle configuration des BRICS, fonctionne de manière fluide et harmonieuse. Et cela prend certainement du temps. L'une des propositions d'ailleurs que j'ai faites dans mon commentaire était d'introduire ce qu'on appelle la troïka des BRICS dans les opérations des BRICS pour assurer une succession en douceur d'une présidence à l'autre. Maintenant qu'il y a beaucoup de nouveaux membres et beaucoup de membres qui sont nouveaux dans la famille des BRICS, et il faut un certain type de mécanisme qui assure une plus grande continuité.
Alors, qu'est-ce que la Troïka? C'est le même mécanisme qui opère dans le G20, où chaque présidence travaille ensemble dans une triade avec la présidence de l'année suivante et celle de l'année précédente. Donc, fondamentalement, il y a un moyen de coordonner les agendas des trois pays qui jouent ou joueront un rôle important dans la gestion de l'Alliance BRICS. C'est quelque chose qui, je pense, pourrait être l'une des innovations potentiellement adoptées à l'avenir. Mais en termes de nouvelles additions au noyau, je pense que ça sera très probablement limité, voire essentiellement gelé pour les prochaines années. En outre, en dehors de la présidence russe, la présidence brésilienne cette année a également indiqué qu'elle ne voyait pas beaucoup de possibilités pour de nouvelles adhésions au noyau des BRICS. Cela ne signifie pas que la ceinture de partenariat ne s'élargira pas. Cette possibilité existe, et je pense que cette perspective est bien présente, car, en plus de l'augmentation déjà substantielle de la taille de la ceinture de partenariat, près de 30 pays attendent de savoir si les BRICS sont disposés à les accueillir dans l'Alliance. Très probablement, la première étape pour eux sera la ceinture de partenariat. Mais même pour le noyau, il y a encore une possibilité d'expansion dans la lignée de ce que nous avons vu plus tôt cette année. Très inattendu, l'Indonésie est devenue membre du noyau, apparemment parce qu'elle avait précédemment soumis une demande à BRICS, et cela a pris un certain temps pour être traité. Et puis, lorsque les conditions pour cette décision ont été remplies, peut-être que quelque chose de similaire pourrait se produire pour certaines des autres économies qui ont reçu une invitation de BRICS et ne l'ont pas acceptée pleinement. Nous savons que l'Arabie saoudite, par exemple, continue de participer à certaines des réunions de BRICS. Elle a été invitée au noyau, et je n'exclus pas la possibilité que dans les années à venir, l'Arabie saoudite puisse devenir membre de BRICS lorsque, à nouveau, les conditions seront réunies pour l'Arabie saoudite. Le principe des BRICS est qu'il n'y a pas de pression, que tout fonctionne sur la base du consensus et que les pays peuvent librement choisir leurs décisions en fonction de leur intérêt national, comme nous l'avons vu, par exemple, avec l'Argentine. Une invitation a été adressée aux pays, puis après les élections, l'administration de Macri a dit non en fonction de leurs considérations, et cette réponse a été pleinement acceptée par les BRICS. Et cela est encore une fois en accord avec le fonctionnement des BRICS en tant que bloc. Et pourquoi les BRICS sont si intéressants, et pourquoi tant de pays, d'économies en développement, veulent rejoindre cette alliance, en raison de cette absence de domination par un acteur unique, et de la possibilité de poursuivre essentiellement leurs intérêts nationaux sans aucune pression. Yaroslav, pensez-vous que les déclarations précédentes du président brésilien Lula da Silva concernant la dédollarisation comme l'une des priorités clés sont toujours valables, ou a-t-il reculé et modifié cette position de sorte qu'elle n'est plus considérée comme l'une des principales priorités, du moins sous sa présidence cette année? Eh bien, je peux vous dire que selon moi, le Brésil, parmi toutes les économies des BRICS, est probablement celui qui s'est montré le plus vocal en ce qui concerne la nécessité d'explorer des mécanismes de paiement alternatifs et d'explorer les possibilités d'une coopération sud-sud accrue dans le domaine de la coopération financière. Je ne pense pas que les questions des systèmes de paiement et de la dédollarisation soient complètement écartées de l'agenda. Je pense qu'il y a maintenant un léger changement dans la rhétorique, dans le sens où il ne s'agit pas tant de dédollarisation, mais plutôt de nouveaux mécanismes en termes de systèmes de paiement et d'instruments de paiement à utiliser dans les transactions entre les économies du Sud global.
the economies of the global South. So even when there were discussions about Donc, même lorsqu'il y avait des discussions sur la dédollarisation, il ne s'agissait pas vraiment de contrer le dollar de manière ciblée. Il s'agissait vraiment de se concentrer sur les mécanismes de coopération économique entre les économies en développement et essentiellement de créer de nouvelles alternatives qui peuvent être utilisées avec le dollar, avec d'autres instruments, pour augmenter l'optionnalité et l'ensemble des possibilités, pour ainsi dire, pour les agents économiques du Sud global, qu'il s'agisse d'entreprises, de ménages, de banques centrales, etc. Je veux dire, clairement, nous constatons qu'il y a un manque énorme de devises de réserve, d'instruments sécurisés dans lesquels les agents économiques cherchent à investir leurs fonds. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles l'or a connu le rallye qu'il a montré de manière si emphatique. Il s'agit donc vraiment d'alternatives de novo, et le Brésil a été très constructif. Je pense qu'il peut jouer un rôle très constructif dans ce domaine, car il entretient des relations constructives avec de nombreuses économies clés de l'Occident également. Je pense qu'il peut structurer et diriger ce type de discussion d'une manière qui ne suscite pas trop d'inquiétude dans le périmètre occidental non plus. Mais c'est clairement quelque chose dont l'économie mondiale a besoin, quelque chose dont le Sud global a besoin. Je pense qu'il y a une compréhension totale parmi la majorité des spécialistes, mais aussi le grand public, que ces alternatives sont très bénéfiques, non seulement pour le Sud global, mais aussi plus largement pour l'économie mondiale. Vous avez mentionné que l'un des moyens par lesquels le bloc BRICS+ envisage de contrer les tarifs et peut-être les sanctions est de développer la coopération et de travailler ensemble de manière plus cohésive. Dans l'un de vos récents articles, vous avez écrit que l'une des tendances les plus importantes des dernières années à travers le Sud global a été la création de plateformes de ressources qui pourraient ressembler à un format de type OPEP+, comme la bourse des céréales. Y a-t-il donc des plans pour soutenir cette initiative particulière, la bourse des céréales, ou d'autres initiatives similaires pour renforcer la coopération et permettre à ces pays de développer des méthodes pour augmenter les transactions en monnaie locale et peut-être inciter les investissements directs étrangers dans les infrastructures des pays moins développés du bloc? Oui, je pense que c'est probablement l'une des tendances clés que nous verrons dans les années à venir. Et je pense que c'était en 2022 ou 2023 que j'ai écrit un article sur la probabilité que les économies du Sud global se dirigent résolument vers la construction de plateformes basées sur la coordination de leurs actions autour de ressources clés. La majorité des ressources de l'économie mondiale se trouvent dans le Sud global. Les économies du Sud global tirent-elles pleinement parti des dividendes de la possession de ces ressources? Non. Et ce dont elles ont besoin, c'est d'une plus grande coordination, d'une plus grande coopération, et de s'assurer que cette propriété se traduit correctement par des dividendes plus importants pour les économies du Sud global. Il est donc naturel que nous assistions maintenant à la propagation de telles plateformes qui ne sont pas nécessairement similaires à l'OPEP+. Il existe des plateformes qui, par exemple, ciblent les questions environnementales. Par exemple, le Brésil a dirigé une plateforme avec l'Indonésie et la RDC pour protéger les forêts tropicales dans l'économie mondiale. D'autres plateformes sont en discussion concernant les métaux rares, qui deviennent une ressource stratégique pour certains secteurs de haute technologie de l'économie mondiale. Nous assistons à des discussions sur la possibilité d'une plus grande coordination des politiques parmi les producteurs d'engrais ou, comme vous venez de le mentionner, la bourse des céréales.
La bourse des céréales est peut-être un autre élément dans ce que l'on peut désormais qualifier de liste croissante de plateformes de ressources potentielles de la part du Sud global. On peut presque commencer à classer toutes ces différentes plateformes déjà. La bourse des céréales est très intéressante dans le sens où elle combine non seulement une plus grande coordination et des politiques potentielles au sein d'un segment très critique des matières premières, mais aussi des éléments de coopération financière. Il ne s'agit donc pas seulement de matières premières en tant que telles, mais aussi de commencer à attirer davantage de flux financiers, davantage de coopération du secteur financier dans les sphères liées aux ressources. Ce que je vois ici, c'est la possibilité que nous assistions à des segments similaires de ressources de l'économie mondiale, des mesures prises par les économies en développement. Fait intéressant, en réponse à cela, certaines des économies développées commencent à discuter d'actions similaires. Ainsi, tout ce paradigme de création de plateformes de ressources pourrait devenir presque comme une nouvelle tendance dans l'économie mondiale dans les années à venir. En ce qui concerne la bourse des céréales, la nouvelle récente est que toutes les économies des BRICS ont soutenu l'initiative de créer cette bourse des céréales. Un groupe de travail lancé par le ministère du Développement économique de la Russie a été mis en place récemment pour progresser davantage dans ce domaine. Il s'agira d'une plus grande concurrence entre cette bourse des céréales et les bourses des céréales déjà en place, et principalement concentrées dans le monde développé. La coopération Sud-Sud devrait certainement augmenter en raison du protectionnisme, comme vous l'avez mentionné, et probablement en raison des tensions géopolitiques parmi les États non alignés. Récemment, le président Trump a déclaré que potentiellement d'autres pays devraient choisir entre les États-Unis ou la Chine, ce qui semble être assez difficile, et je ne suis pas sûre que ce soit nécessaire pour le développement mondial. Mais je pense que le Sud global fait beaucoup pour vraiment accroître son développement économique. Et même si tout n'est pas dans les actualités, il se passe beaucoup de choses en coulisses. Donc, si vous deviez choisir peut-être les 2 ou 3 principaux projets, c'est à vous de décider, autant que vous souhaitez en discuter, mais peut-être les 2 ou 3 grands projets auxquels les membres du bloc BRICS+ participent activement actuellement. Peut-être que la nouvelle banque de développement est impliquée en termes de financement, ou peut-être des banques au niveau régional. Quels seraient ces projets les plus notables dont vous aimeriez que nos téléspectateurs soient informés? Eh bien, je dirais que les projets les plus massifs et à grande échelle devraient généralement se situer dans le domaine de la connectivité. Mon histoire préférée concerne la connexion de toutes les économies en développement sur chacun des 3 continents du Sud global. L'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Asie. Ce sont vraiment de grands projets, les grands projets du Sud global, comme je les appelle, et peut-être même l'interconnexion entre ces routes. Les routes intracontinentales pourraient être quelque chose qui nécessiterait d'être exploré. Mais bien sûr, quand on parle de connecter toutes les économies et les continents respectifs, cela se chiffre probablement en dizaines de milliards de dollars. Et puis, nous parlons des mécanismes financiers nécessaires pour financer cet effort massif d'infrastructure. Nous voyons actuellement que le projet bio-océanique en Amérique du Sud, qui relierait l'Atlantique et le Pacifique en passant par des pays comme le Pérou, le Paraguay et le Brésil, est énorme et rencontre des problèmes précisément en raison du manque de sources de financement et des besoins de financement très élevés. Il y a le projet de corridor nord-sud en Eurasie qui relierait l'Inde, l'Iran et la Russie. C'est également à très grande échelle
mais quelque chose qui concurrencerait les routes commerciales traditionnelles et réduirait potentiellement de manière significative le coût de l'expédition de marchandises par rapport à ces routes traditionnelles. Mais vous avez besoin de ce financement massif pour financer l'effort d'infrastructure. Comment faites-vous cela? Eh bien, ma proposition est un concept que j'appelle le régionalisme syndiqué, ce qui signifie essentiellement combiner toutes les ressources régionales et les institutions régionales qui existent financièrement dans chacune des régions du Sud global. Ce n'est pas seulement la nouvelle banque de développement. Évidemment, la nouvelle banque de développement ne peut pas tout faire seule. Elle doit agir de concert avec un large éventail d'institutions partenaires, d'institutions de développement, telles que les banques de développement régionales, les arrangements de financement régionaux et possiblement aussi les fonds souverains du Sud global. Si nous parlons des fonds souverains du Sud global, eh bien, le Sud global a une majorité. Plus de 50% des actifs sous gestion dans tous les fonds souverains du monde se trouvent dans le Sud global, notamment, comme vous le savez, au Moyen-Orient et en Chine, mais aussi ailleurs, y compris dans des endroits comme la Russie, qui a déjà une certaine tradition, un historique et une expérience en termes de fonctionnement de ces fonds souverains. Les fonds souverains prennent de l'importance à travers l'Afrique maintenant. Il y a plus de 20 fonds souverains là-bas. Et l'Occident ne fait que commencer à rattraper son retard. Il y a eu, comme vous le savez, des discussions sur un fonds souverain aux États-Unis. Il y a eu des discussions en Grande-Bretagne, mais l'Occident est à la traîne ici. En termes de milliers de milliards de dollars de ressources, c'est le Sud global. C'est un potentiel. S'il existe une plateforme pour ces fonds souverains, cela pourrait être un moyen de changer de manière significative la dynamique globale des marchés financiers. En ce qui concerne les économies des BRICS, il n'y a qu'une seule économie qui n'a pas encore de fonds souverains. Et c'est sans doute l'économie qui en a le plus besoin. C'est l'Afrique du Sud. Je pense que les économies des BRICS peuvent déjà vraiment lancer cet effort d'infrastructure qui serait financé non seulement par la nouvelle banque de développement, mais aussi par le soutien des fonds souverains, des banques de développement régionales et d'autres institutions régionales. Il existe également des fonds de cohésion régionaux, tels que le FOSEM, par exemple, en Amérique latine. Ainsi, créer ce que j'appelle NDB+, l'alliance de la nouvelle banque de développement plus, qui rassemblerait toutes les institutions du Sud global, pourrait permettre aux économies du Sud global de créer un nouveau paradigme en termes de développement. Ne pas financer des projets liés aux routes existantes, renforçant essentiellement les forces des régions avancées de l'économie mondiale, mais aller plus en profondeur dans chacun des continents du Sud global, ce que j'appelle développer les corridors d'inaccessibilité, soutenir les économies enclavées, soutenir les régions qui ont une grande population, mais qui sont énormément séparées sur le plan infrastructure du littoral, des marchés mondiaux. Et on pourrait dire que cela pourrait être, par exemple, la stratégie que je pointerais à cet égard est la zone transfrontalière en Asie centrale, entre le Kazakhstan, le Kirghizistan et l'Ouzbékistan, qui est également proche de la Chine. C'est essentiellement le croisement de plusieurs économies, très enclavées. C'est en fait très proche du pôle d'inaccessibilité. Le pôle d'inaccessibilité du monde est la région la plus éloignée des océans, du littoral, et par conséquent, il est très coûteux d'expédier des marchandises depuis cette région. Elle est très désavantagée, mais elle a une grande population. Elle a un potentiel énorme. Donc, construire des corridors vers des régions inaccessibles comme celle-ci débloquerait un potentiel de production énorme et permettrait un nouveau paradigme, je pense, en termes de développement économique, où ce ne sont pas les régions avancées
ou les économies qui reçoivent constamment le financement et les projets de développement, mais vraiment celles qui ont le plus besoin de ces projets de développement. Absolument. Un autre endroit auquel je pense est probablement l'Éthiopie parce qu'elle est enclavée, mais bien sûr elle a accès à la mer via Djibouti. Pourtant, il se passe beaucoup de choses en termes de pêche, des facteurs qui renforcent son instabilité. En tant que membre des BRICS, je pense qu'il est important de se concentrer sur le développement des infrastructures dans la Corne de l'Afrique et d'aider l'Éthiopie à devenir, elle travaille déjà, je pense, très bien pour développer son économie, n'est-ce pas? Mais je pense que des investissements dans les infrastructures amélioreraient certainement ses possibilités à l'avenir, comme vous l'avez mentionné. Absolument. Désolé d'interrompre, mais l'Éthiopie est en fait un exemple très important, car c'est l'une des plus grandes économies en développement, non seulement en termes de territoire, mais aussi en termes de population, et elle est enclavée et donc très désavantagée en termes de possibilités d'expédier des marchandises à l'étranger. Elle a énormément besoin de cette connectivité, a énormément besoin de ce projet. Il n'est donc pas surprenant que nous entendions de l'Éthiopie qu'elle envisage effectivement de devenir membre de la nouvelle banque de développement. Ce qui est important, c'est que, avec l'adhésion de pays comme l'Éthiopie à la nouvelle banque de développement, ce ne sont pas seulement les ressources propres de la nouvelle banque de développement auxquelles ces pays ont accès, mais aussi la possibilité d'accéder à tout un réseau d'institutions de développement du Sud global qui pourraient travailler ensemble pour soutenir des pays comme l'Éthiopie. Encore une fois, c'est un exemple parfait car c'est une ressource massive du Sud global qui est enclavée et inaccessible d'une certaine manière à beaucoup de routes commerciales, à beaucoup de voies de coopération économique à travers l'économie mondiale. Donc, ce chemin de régionalisme syndiqué est quelque chose que je considère comme très prometteur. Ce message a également été discuté lors de la conférence au Brésil, et je pense que c'était essentiellement la première fois que j'ai enfin senti qu'il y avait un mouvement dans cette direction, dans le sens où il y avait plus de soutien pour des idées comme celle-là dans les discussions. C'est fascinant. Et je pense qu'il est intéressant de noter que ces mesures protectionnistes et tarifs, et une sorte de posture plus agressive économiquement et certainement politiquement envers certains membres du bloc BRICS, sont contre-productives, n'est-ce pas? Et cela pousse en fait les pays du Sud global, comme vous l'avez mentionné, à coopérer et à vraiment poursuivre ces agendas qu'ils auraient pu mettre en veilleuse si les choses étaient plus positives en termes de géopolitique et de la situation mondiale dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Je sais que vous avez discuté de ce sujet même, vous avez discuté de la coopération Sud-Sud, de votre voyage au Brésil et bien plus encore sur votre site web BRICS Plus Analytics. Je recommande vivement à nos téléspectateurs de le consulter, de s'abonner, et c'est vraiment une ressource formidable. Yaroslav, merci beaucoup pour cela. C'était une excellente conversation et j'attends avec impatience la prochaine. Merci beaucoup. Toujours un plaisir de parler avec toi, Lena. So much.